Oh non. Oh non. On a créé un troupeau d'idiots qui a créé le populisme et tous les problèmes démocratiques qu'on a aujourd'hui. Ces gens sont des bouffons. Et attends, j'ai pas fini. Hola hola amigos, bienvenue dans l'épisode 154 de Silicon Carnet, le podcast tech qui pique non seulement quand on l'écoute, mais aussi quand on y repense. Je suis Carlos Diaz, le gringo en chef de cette émission, et je suis ravi de vous retrouver depuis San Francisco cette semaine. On se pose une question ultra picante. Est-ce que nos libertés individuelles sont en danger sur Internet? Ça commence maintenant. J'ai rien compris. À mes côtés cette semaine, l'homme qui valait 3 milliards. Vous le connaissez, c'est le biohacker de San Francisco. J'ai nommé Arnaud Auger. D'ailleurs, Arnaud, tu étais à une conférence il y a pas longtemps qui s'appelait... Don't die. Don't die. Voilà, il faut qu'on enregistre un truc, il faut qu'on en parle de ça, parce que t'as vécu des choses apparemment. Donc on va faire une émission spéciale là-dessus. Et je sais que vous l'attendez tous avec impatience. Il est là, fidèle au poste pour cette saison 6. C'est la rentrée d'El Professor cette semaine dans Silicon Carnet. El Professor, Vater der Papa, jetzt kümmert das Money. Wenn bist du schon, jage das Mullah, es duftet nach Honey. Salut Pierre, El Professor, ça va? Salut Carlos, écoute, ouais, on fait aller. Tu sais que j'ai eu un gros accident de vélo cet été. Et oui, on a failli te perdre. Tu m'as envoyé des photos de toi et je t'ai immédiatement dit que tu étais licencié, quoi, de Silicon Carnet, que c'est pas possible, quoi. En fait, tu pouvais pas te présenter. Non, t'as eu un gros accident, effectivement, on le dit. Et t'as failli mourir. Je me suis réparé, donc, comme je m'ennuyais, je pouvais pas bouger, j'ai écrit un livre. Exactement. Donc, ça m'a occupé. Le livre, il est en préparation, ou il est déjà, ça y est, t'as fini, pratiquement? Il va se publier quand? Il faut que je m'en occupe, septembre. Bientôt. Septembre, on est en septembre. Donc bientôt, voilà. Donc bientôt. En tout cas, je vous invite vraiment à commander le bouquin d'El Professor. Il y a plein de pépites dedans. Moi, j'ai bossé avec Pierre, donc je connais la qualité du bonhomme. Et si vous posez des questions, si vous êtes dans une start-up, c'est le livre à lire en cette rentrée. Notre special guest pour nous accompagner tout au long de cette émission, c'est Julie Owono et je suis super contente de l'avoir avec nous. Elle est directrice d'Internet sans frontières. Elle est aussi membre du Oversight Board de Meta. Bienvenue Julie dans Silicon Carnet. Un plaisir de revenir et toujours un plaisir d'écouter. Oui, il y a 3 ans, je crois. Et puis en plus, ça tombe bien, tu tombes au bon moment. Ça fait un petit bout de temps qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse cette émission, que je te chatouille, que je te dis il faut que tu reviennes, etc., etc. Bah écoute, et là, l'actualité, Pavel Durand nous a donné l'opportunité de refaire l'émission, tant attendue. Absolument, on va parler de Pavel Durov, ça c'est sûr. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder et à nous écouter chaque semaine en podcast. Merci, c'est génial, ça me fait super plaisir. Pensez à nous laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Spotify ou Apple Podcast. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça se passe ici. Vous appuyez sur la petite cloche pour pas louper les sorties de chaque épisode. On est en train de sortir le lundi. En ce moment, on est en train de faire un test pour voir si c'est mieux que le vendredi. Si ça marche pas, on ressortira le vendredi. Et puis, vous pouvez aussi devenir membre de l'Hacienda. C'est la communauté des fans de Silicon Carnet. Ça se passe sur Substack et ça vous donne accès à la newsletter de Silicon Carnet et au WhatsApp privé de l'émission. Tout ça pour 15 € par mois. Donc, c'est un no-brainer, comme on dit ici dans la Silicon Valley. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Une nouvelle rubrique dans Silicon Carnet, ça s'appelle le qui veut du boulot. On va faire ça toutes les semaines avec notre partenaire Digital Selection. On s'est donné une mission cette saison, c'est celle de vous trouver du taf. Digital Selection, c'est un cabinet de recrutement en approche directe. Ils sont basés à Barcelone, ils ont aussi des bureaux en France et à New York. François Lejoly, le fondateur, je le connais bien, c'est un membre de l'Hacienda. Et chaque semaine, je choisis un poste qu'il a à pourvoir. Et cette semaine, j'ai choisi le poste de Country Launcher dans une scale-up qui vous propose d'acheter vos lunettes et vos lentilles online par abonnement. C'est une très jolie boîte espagnole, ils sont plus de 300, ils font déjà plus de 60 millions de dollars de revenus, ils sont en pleine croissance. Du coup, ils cherchent des gens comme vous pour ouvrir de nouveaux pays comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie. C'est un job qui s'adresse à des gens qui ont une âme d'entrepreneur et qui
sont prêts à lancer une activité from scratch. Donc si vous pensez que vous avez le profil, contactez Digital Selection. J'ai mis toutes les coordonnées dans la description de cet épisode. Et puis si vous recherchez des talents, contactez François, dites-lui que vous venez de la part du Gringo, il vous fera une remise. Et je serai super content de faire la promotion des talents que vous recherchez dans Silicon Carnet. Allez, retour à votre épisode. Au programme cette semaine, on parle donc d'Internet et de liberté. C'est un thème que j'avais en tête depuis un petit moment. Et là, effectivement, comme on le disait, les dernières actus, c'est le moment parfait pour en parler. En l'espace de quelques semaines, on a vu le fondateur de Telegram, Pavel Durov, placé en garde à vue en France, l'application X interdite au Brésil, et TikTok aux États-Unis accusé de diffuser des vidéos incitant au suicide des plus jeunes. Alors oui, selon certains rapports, notre monde est devenu plus sûr. La sécurité s'améliore depuis 5 ans, mais à quel prix? Est-ce que cette sécurité se fait pas aux dépens de nos libertés individuelles? Je pose la question. Ces 10 dernières années, on a constaté une vraie détérioration, et Julie va nous en parler, des libertés personnelles, et les fondements même de la démocratie sont remis en cause. Les contre-pouvoirs, je sais que c'est un vrai sujet pour toi, Pierre, ils s'affaiblissent, et la responsabilité politique, elle vient de filer aux toilettes en pleine réunion. C'est ce débat que je vous propose d'avoir cette semaine. Go yourself. Alors comme je le disais, notre special guest, c'est Julie Oweno. Je sais pas si vous la connaissez, elle vit à San Francisco et elle mérite vraiment d'être connue. C'est la patronne de Internet sans frontières. Je crois même que d'ailleurs c'est toi qui as créé Internet sans frontières, non? Non, c'est pas moi. C'est quoi l'origine du... Donc l'origine, Internet sans frontières a été créé en 2007 et enregistré en 2008. Mais c'est une ONG qui a été créée au tout départ, lors des premiers cas de coupure Internet. C'était par la junte birmane en 2007, je crois bien, qui avait coupé accès à Internet, un Internet naissant pourtant à l'époque, mais déjà des gouvernements répressifs avaient l'idée qu'on pouvait empêcher les gens de communiquer et d'envoyer des informations en coupant l'accès à Internet. Et Internet sans frontières est né pour ça, a beaucoup défendu des blogueurs, notamment Hossein Derakhshan, qui était considéré, ou qui est toujours considéré d'ailleurs, comme le fondateur de la blogosphère iranienne. Cette blogosphère qui a fait ce qu'on a appelé à l'époque la révolution, je crois, verte. C'est une des premières révolutions Twitter, avec l'image de cette jeune femme, je me souviens encore, j'étais plus jeune, mais cette jeune femme qui avait été assassinée en direct, en fait, par les forces répressives iraniennes. Et donc, on défend des blogueurs, et de plus en plus, je sais pas comment on en est arrivé là, mais on commence à défendre des gens comme Pavel Durov, même si c'est pas Pavel Durov, bien sûr, personnellement qu'on défend, mais plutôt le principe que nous risquons de perdre. Les principes, il y en a pas qu'un, les principes que nous risquons de perdre si nous ne regardons pas de manière beaucoup plus critique ce qui s'est passé il y a, je crois, maintenant 2 semaines. De toute façon. Bon, on voit que t'es passionné en tout cas par le sujet, t'es la bonne personne avec laquelle en parler. Le professeur Arnaud, des questions pour Julie? Alors moi, c'est vrai que on se connaît bien avec Julie, mais c'est vrai que j'associe un peu Julie à... De toute façon, donc chaque fois que j'ai invité quelqu'un, tu le connais quoi en fait. Quoi. Donc, Mais voilà, c'est vrai que j'associe Julie. Elle a plusieurs casquettes qu'on avait fait Internet sans frontières. Elle est membre du sideboard de Meta. Et c'est vrai que j'associe aussi Julie avec son lab à Stanford. Donc du coup, j'ai vu que la semaine dernière, Marie avait sa casquette LA en rivalerie avec SF. Donc moi j'avais prévu mon petit t-shirt Berkeley, mais je crois que Julie, t'as aussi maintenant des connexions avec Berkeley. C'est ça. En fait, le Content Policy and Society Lab que j'ai fondé il y a 3 ans maintenant à l'université de Stanford, effectivement, j'avais un poste de fellowship et de lecture à l'université sur les questions qui nous intéressent, la liberté d'expression et la modération de contenu. Et à l'époque, j'avais ce projet, je me disais mais comment régler, pas régler, mais en tout cas comment mieux comprendre les complexités de la modération en mettant ensemble les différentes parties qui contribuent à cette modération. Donc que ce soit les entreprises, bien sûr, qui elles ont la responsabilité à travers leur plateforme d'avoir des règles et des modérateurs, mais aussi les utilisateurs. Et pas que les utilisateurs qui sont situés en Europe ou aux États-Unis, qui sont bien sûr les marchés les plus lucratifs et importants pour ces plateformes. Mais je crois qu'au-delà de l'argent, il y a aussi véritablement cette idée, que ces plateformes-là permettent de mettre des gens ensemble, de permettre aux gens de collaborer et d'ensuite de faire des changements dans leur vie ou aussi dans leur état, dans leur pays. Et mettre ensemble ces gens-là à la même table
avec les plateformes, mais aussi avec les gouvernements et aussi avec les modérateurs eux-mêmes. Et en fait, cette méthodologie qu'on appelle dans le langage onusien, parce que c'est là où je l'ai emprunté, on appelle ça a multi-stakeholder initiative, donc une initiative qui est multipartie, qui va mettre ensemble plusieurs parties pour discuter d'une difficulté que le groupe rencontre. Eh bien, moi, cette méthode m'a permis de peut-être imaginer les solutions les plus créatives auxquelles j'aurais jamais pu penser. Et je pense que pour les questions qui nous intéressent de liberté, elles ne pourront pas être réglées seulement par les gouvernements, parce que très franchement, les gouvernements, on est d'accord, et c'est pas une insulte de le dire, eux-mêmes le reconnaissent, ils y comprennent pas grand-chose, très souvent. Et c'est très compliqué, la technique. Julie, moi, je suis super content que tu sois avec nous. Le professeur, une question à Julie rapide ou pas? Moi, j'ai une question, parce que tous les sujets comme la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc. Je sais ce que tu vas me dire. C'est de la tarte à la crème. Ça y est, il est parti. Pas du tout. Non, c'est des sujets très importants. Mais c'est des sujets qui sont complexes parce que le contour n'est pas simple. Ouais. Donc, ma question est très simple. Comment tu fais le tri entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire? La question que tu dois te poser en tant que plateforme, pour faire très très simple, d'une part, c'est est-ce que j'ai été très clair sur la limite que j'impose? D'accord? Est-ce que j'ai été très clair pour dire on n'a pas le droit de mettre en danger les enfants? Est-ce que j'ai mis en garde au moment de la publication que ce contenu risque d'être problématique sur cette plateforme? L'éducation n'est pas faite, c'est ça ce que tu es en train de dire, quoi. L'éducation n'est pas toujours faite sur les plateformes. Les règles ne sont pas souvent claires, y compris à Meta. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois très régulièrement quand on fait la revue des cas au board. Ma philosophie, si tu veux, c'est de dire, en fait, je m'en fous du contenu. Honnêtement, le contenu aujourd'hui, il y en a des milliards. Donc, si tu dois faire ça au milliard près, bon courage. Par contre, c'est l'infrastructure. Est-ce que tu as une infrastructure assez robuste pour répondre non seulement à ces questions, à ce qui est permissible ou pas, mais aussi répondre à l'évolution des contenus eux-mêmes? Juste pour conclure ce sujet, que cette question que je posais à Julie, c'était pour savoir quels étaient les contours. Pour moi, il y a deux choses. Il y a d'un côté des choses qui sont hors la loi. Ok, donc là, on peut débattre de la loi, hein. Mais elle est différente partout dans chaque pays, elle est différente. Absolument, tout à fait, c'est bien ce que je dis, mais qui sont hors la loi dans chacun des pays, auquel cas, ça c'est une mesure qu'on peut avoir. Et puis il y a des choses qui sont totalement fausses. Première question qu'avait posée Pierre, en effet, sur qu'est-ce qu'on a le droit de restreindre. Justement, Yuval Noah Harari, dans son nouveau livre Nexus, il y répond, notamment, enfin sa réponse, c'est qu'en fait la menace sur la liberté d'expression, elle est pas tant sur les contenus créés par des humains, mais ceux par des bots. Et avant ça, il rappelle déjà que même la démocratie moderne a été rendue possible par les technologies de la communication. Parce qu'en fait, la démocratie athénienne ou de la Grèce antique, c'était possible parce qu'on pouvait se rencontrer à l'agora. Mais quand tu passes à une échelle avec 1 million de personnes pour qu'ils puissent communiquer, il fallait les moyens de communication, plus les journaux, pour ensuite qu'il puisse y avoir une communication entre les citoyens, et que finalement, donc les technologies modernes de communication sont essentielles à la démocratie. Et du coup, pour reprendre son point par rapport au bot, il dit le problème, c'est qu'en effet, les plateformes ont des algorithmes qui du coup sont là pour optimiser le temps passé sur les plateformes. Et du coup, aussi avec le machine learning, ils se sont rendus compte, qu'est-ce qui crée le plus d'engagement? C'est notamment les contenus qui étaient autour de la peur, de la haine. Bien sûr. Et donc, du coup, les algorithmes ont poussé ça. Et les bots aussi, du coup, pour pousser ce contenu-là, ont suivi ça. Ce qui fait qu'il y a une chambre d'écho et les effets multiplicateurs. Donc, c'est vrai que tu as raison, Pierre, hein. Il y avait des personnes qui croyaient que la Terre était plate avant Internet. Ils étaient 10 000 et maintenant ils sont 10 millions, quoi. Voilà. Et sauf que, en fait, quand ils vont sur leur compte X, c'est du contenu qui va renforcer leur biais de confirmation sur ce sujet-là. Et donc, ils ont encore plus la conviction que c'est vrai, puisque tout ce le contenu qu'ils reçoivent va dans ce sens-là, que ça nourrit en effet. Donc, sa réponse, du coup, c'est qu'il fallait beaucoup plus, en effet, monitorer l'infrastructure. C'est ce que dit Julie, c'est-à-dire que le problème c'est pas le contenu, c'est l'infrastructure et la propagation de ce contenu, quoi. Voilà. Et par rapport au deepfake dont évoquait Julie, il disait en fait il faudrait qu'en termes de loi, justement, parce que tu as raison Pierre, il faut poser des lois, il faudrait interdire des fake humans. Il faudrait interdire aux bots de créer du contenu et du coup d'avoir des deepfakes, etc. Oui, mais le problème, Arnaud, on entend ça, mais le problème c'est que c'est très difficile, et Twitter en est un bon exemple, maintenant X,
de déterminer qu'est-ce qui est un bot et qu'est-ce qui est un humain, quoi. On l'a bien vu. D'ailleurs, Elon Musk s'est fait baiser, quoi. En fait, il a acheté X, on lui a dit qu'il y avait tant de millions d'utilisateurs. Et d'ailleurs, ça a été tout son argument, c'est de dire, bah, en fait, non, il n'y a pas tous ces utilisateurs-là. Il y a la moitié, c'est des bots, quoi, en fait. Mais X était incapable de déterminer qu'est-ce qui était un bot et de ce que c'était qu'un humain, non, Julie? C'est un problème, ça. Il y avait effectivement une discussion à l'époque. Il a voulu faire baisser les prix parce qu'il n'était pas sûr d'acheter une plateforme avec des millions d'utilisateurs. Oui, c'était peut-être une façon habile d'essayer de faire baisser le prix, quoi, en fait, quoi. Oui, bon, il y avait certainement de ça, mais ça n'empêche pas que ça pose un réel problème. Et je voudrais revenir sur ce que disait Pierre, c'est que deux choses pour répondre à la question de la régulation. Oui, la régulation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est important. Et que malheureusement parfois on a attendu très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que la régulation apporte toutes les réponses. Comme je le disais tout à l'heure, une bonne régulation. Même celle de Thierry Breton, tu penses? Même celle de Thierry Breton, parce que c'est quand même notre leader suprême dans cette émission. On attend beaucoup de Thierry. Ouais. Il faut voir ses interactions avec Elon Musk, quoi, sur Twitter. Enfin, c'est bon. Voilà, l'efficacité, Twitter, est-ce que Twitter a changé depuis que le DSA est entré en vigueur? J'en doute. Mais j'ai une question, Julie, c'est une question pour vous tous, parce que en préparant cette émission, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, comment ça se fait que Internet, qui, il y a encore peu de temps, était considéré comme un espace de liberté génial, que tout le monde saluait, qui permettait aussi l'expression. Vous vous rappelez à l'époque du Web 2.0, enfin tout le monde, on n'est plus dans ces masses médias qui dirigent l'information vers nous, mais nous aussi on peut contribuer, commenter, voire même créer de l'information nous-mêmes. Et tout d'un coup, je sais pas, j'arrive pas à situer où est-ce qu'a été ce point de basculement, où tout d'un coup Internet est devenu une sorte de terre brûlée, quoi, en fait, où tout devient maléfique. J'ai l'impression que ça s'est passé très très vite. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je pense que déjà, en effet, avant, on avait la comparaison avec la toile. On disait que c'était le web et que ça connectait du coup les gens au contenu, etc. Et aujourd'hui, la comparaison, c'est plutôt celle du cocon. En fait, on se renferme avec ceux qui pensent comme nous. Enfin, et les plateformes sont là-dessus. Et je pense que ça revient simplement à nos instincts primaires en tant d'espèce humaine de survivre. Et donc, du coup, on va en effet être happé par tout le contenu qui va avoir une chambre d'écho algorithmique qui nous ramène finalement dans notre tribu et dans notre pensée avec tous ces biais et qui ne nous permet pas d'en sortir. Exactement. Alors moi j'ai une façon de voir la chose qui plaira à personne, mais c'est ma façon de voir la chose. Je considère qu'en fait, Internet au départ, ça a été un système qui permettait d'informer. On avait de l'information à disposition qui était temps réel, qui était etc. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à donner leurs opinions. Et là où peu de gens seront d'accord avec moi, c'est que je pense que pas tout le monde n'a pas le droit de donner son opinion. T'as le droit d'avoir une opinion, mais t'as pas forcément le droit de la donner. Bon, avant, tu l'as donné au Café du Commerce. Non, moi, je pense que tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, mais avant, on l'a donné au Café du Commerce, ça touchait 4 pelés et 5 tondus. Si tu me laisses finir, je ne suis pas médecin, je ne m'autorise pas à avoir une opinion médicale. Par exemple. D'accord? C'est un exemple tout simple. Donc aujourd'hui, on a tout un tas de gens qui sont devenus des faux experts. Et comme l'expliquait très bien Arnaud, on est sur des biais cognitifs gigantesques où en fait, la façon dont l'homme raisonne, quand tu cherches une information, tu te dis voilà, j'ai ça comme opinion, je vais valider par la science si j'ai raison ou pas. Donc tu poses des questions, tu lis des documents, etc. Et tu dis tiens, j'avais raison ou non, j'ai tort. Que fait Internet? C'est l'inverse. L'inverse, tu dis je pense ça, je vais trouver des gens qui pensent comme moi, donc j'ai raison. Donc c'est une démarche profondément anti-scientifique. Donc si tu veux, le phénomène d'Internet pour moi, c'est qu'on a laissé la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir, qui devraient la fermer, et que ces chambres d'écho sont devenues, bien sûr, ces chambres d'écho sont devenues totalement toxiques, et on a créé un troupeau d'idiots autour de la planète qui a créé pour moi le populisme et tous les problèmes démocratiques qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a abaissé le niveau mental de la population mondiale. Mais c'est 100 secondes, une minute. Bah oui, 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait 1 minute. D'accord. Pierre, je vais encore te dire que t'es un communiste. Hein. Je suis désolé. Je ne suis pas un communiste. Tu vas encore y avoir droit. Non, parce que la définition du...
Non, mais c'est la blague que je fais. C'est que la définition du communisme, c'est grosso modo, on a dit à la population, ferme ta gueule. Shut up! Shut up! C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. On s'en fout de ton opinion, etc. Laisse-moi terminer mon point. Le communisme, c'est ferme ta gueule. Et les démocraties occidentales, c'est cause toujours. Et donc, dans les deux cas, on n'écoute personne. Mais toi, ce que tu dis là, c'est ferme ta gueule, quoi. T'es vraiment en train de dire ferme ta gueule aux gens. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu as une expertise que tu donnes à des gens, tu prends une responsabilité. Si je suis médecin et que je dis quelque chose en public, cette responsabilité je prends une responsabilité. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire n'importe quoi et il n'y a aucun enjeu. Aucun. Regarde le nombre de coachs incompétents qu'il y a aujourd'hui sur la planète. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a que ça. Tu fais une start-up, tu prends 50 000 balles à la BPI, tu plantes ta start-up, t'es coach de start-up. Mais c'est quoi le délire? Non, ça, t'as absolument raison. Julie, attends, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire courir la responsabilité des propos que l'on porte sur l'individu plutôt que sur la plateforme? Ça, c'est une vraie question, ça. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, quand je grille un feu rouge avec ma Tesla, c'est pas la faute de Tesla, c'est ma faute à moi. C'est moi le conducteur ensuite derrière le volant. Est-ce que ça, tu parlais de solutions créatives. Est-ce que ça, c'en est pas une? Effectivement, quand on a une audience importante, on a une double responsabilité qui est celle de, évidemment, doublement respecter les règles, donc être vraiment clair sur le respect des règles de la plateforme en question, et l'impact que peuvent avoir les contenus que l'on va publier, les théories que l'on va publier. C'est d'ailleurs un concept qui a été théorisé par une chercheuse qui était à l'époque au Stanford Internet Observatory, qui s'appelle Renée DiResta, qui vient de publier son livre et qui parle de freedom of speech, but not freedom of reach. Et c'est là toute la question. Et ça revient donc au rôle et à l'infrastructure des plateformes, qui, je crois, n'est pas négligeable. Je pense qu'il faut pas dire que les éditeurs ou ceux qui proposent des plateformes sont pas responsables pour les propos de leurs utilisateurs. Je pense que c'est très important de le rappeler, ça. Moi, je suis très inquiète, même si je suis pas d'accord avec Pavel Durov, même si absolument les crimes qui se commettent sur sa plateforme sont absolument intolérables. Mais je trouve que la complicité en droit pénal français, je suis avocate de formation, je vais pas faire le débat juridique ici, mais la complicité, c'est quand même un niveau, il faut une action, mentale, donc il faut vouloir, d'accord, contribuer à la commission d'une infraction, et il faut une action, matérielle, donc mettre en œuvre volontairement des matériels, je schématise, des matériels pour permettre à l'infraction de se commettre. Je pense qu'en fait, on cherche des réponses à des choses complexes. Et que donc, les gens qui donnent des réponses à des choses complexes, on dit c'est génial, ces gens ont tout compris. Or, les choses sont complexes et souvent, il n'y a pas de réponse. Moi, la lecture que j'ai est une lecture qui plaira à personne. On est toujours en train de dire, il faut parler de la liberté individuelle. Moi, c'est pas ma grille de lecture. Ma première grille de lecture, je vous donne dans l'ordre, c'est la vérité. Est-ce que ce que l'on dit est vrai? C'est le fondement de toute société. Et je pense que c'est l'enjeu. C'est l'enjeu à venir. Descartes, Voltaire, Diderot, on a considéré. Attends, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Un, c'est la vérité. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est l'harmonie sociale. C'est-à-dire que l'individu, je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'harmonie sociale. Est-ce qu'on vit bien entre nous? Est-ce qu'on est apaisé en tant que société? Ça, c'est mon deuxième critère. Et mon troisième critère qui vient, en fait, quoi. C'est le village dans les nuages, quoi, ce que tu es en train de nous dire, quoi. Ça n'existe pas. Et mon troisième critère qui vient après, c'est la liberté individuelle. Mais c'est dans cet ordre-là. Et c'est pas la liberté individuelle en premier que je mets. Mais ils sont tes principes, Pierre, mais ça se met difficilement en algorithme. Et en fait, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas de problème que n'importe qui dise n'importe quoi. Par contre, j'aime bien le point de Julie, c'est le freedom of reach. Et ça, là, les plateformes ont une responsabilité. Que en effet, parce qu'aujourd'hui, elle se cache, mais c'est pas moi qui. Mais ça marche pas. Les plateformes, ils font rien. Si on regarde un exemple, ça ne marche pas. C'est de pire en pire. Un exemple, c'est YouTube. Et eux, ils démonétisent certaines chaînes. Tu peux dire ce que tu veux. C'est pour ça qu'ils régulent d'ailleurs. Hein. Mais tu gagneras plus d'argent. Et donc voilà, c'est aussi une manière, voilà. Et je pense que là, tu vas dire, mais attention, l'État s'en mêle, c'est dégueulasse. Non, mais attends, je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière, on a fait un épisode sur pour qui roule la Silicon Valley entre Donald Trump et Kamala Harris. Algorithmiquement,
et j'ai les stats, le reach que me propose YouTube est 10 fois inférieur aux épisodes classiques et traditionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube a identifié dans ma vidéo que j'étais en train de parler des élections américaines et que j'étais en train de parler de Donald Trump et de Kamala Harris et qu'il me shadowban quelque part un petit peu, c'est-à-dire que l'algorithme, je le vois dans le reach parce que j'ai toutes les stats, fait que l'épisode est moins propagé parce que éventuellement il y a un risque. Il y a un risque que je dise une connerie. Je pense pas qu'ils savent et qu'ils comprennent exactement la totalité et l'intégralité des contenus et des propos que je porte. Non plus. Mais ils ont identifié un risque et donc du coup minimisent la propagation. C'est hyper dangereux, bordel, que je fasse des émissions sur des chats, sur des chatons. Alors là, mon reach va être énorme. En fait, d'ailleurs, je vous préviens, on va bientôt faire une émission sur les chatons dans Silicon Carnet pour gagner un maximum d'audience. C'est intéressant l'exemple que tu donnes, Carlos, et pour moi. Ça montre peut-être l'importance pour des plateformes comme YouTube, comme Twitter et bien d'autres, de mettre en place des mécanismes externes. Je vais pas parler de régulation, ça c'est la responsabilité des gouvernants, mais mettre en place des mécanismes externes peuvent parfois aider une plateforme à, essayer d'y voir un peu plus clair. L'exemple que je vais donner, évidemment, je peux pas ne pas donner l'exemple du board, parce que vraiment le travail qu'on fait, d'une part, c'est qu'on essaie de l'oversight board de Meta, tu parles. L'oversight board de Meta, excusez-moi. Oui, merci, Carlos. On essaye de décortiquer, d'accord, ce que signifient concrètement les différents principes de liberté d'expression, etc. Comment les mettre en équilibre les uns avec les autres, d'accord? Comment balancer les différentes valeurs qui parfois peuvent être antagonistes dans le but de protéger la sécurité sur les plateformes. La question du reach, c'est une question qui est très très intéressante d'un point de vue de proportionnalité, d'accord? Pourquoi? Parce que la question à laquelle essaye de répondre peut-être YouTube en diminuant peut-être le reach de ta vidéo sur Trump et Harris, le soutien de la vallée, c'est on veut limiter voilà les interactions négatives ou le risque ou peut-être un risque légal. Tout à fait. Bien sûr. Mais d'un point de vue, c'est-à-dire que si on fait porter, je reviens au début de ce que je disais, Julie, c'est si on fait porter la responsabilité à la plateforme, en fait, indirectement, c'est nous les individus qui en pâtissons. Parce que comme le risque maintenant est sur la plateforme va prendre des mesures, d'ailleurs, de façon complètement arbitraire, et sans que tu le saches, justement, pour minimiser ton reach, parce que c'est elle qui porte la responsabilité. Et ça, c'est un putain de problème. Tu prononces un mot très important ici qui est l'arbitraire. D'accord? Je crois que c'est ce mot qui fait que beaucoup, dont toi, qui pourtant, évidemment, tu veux pas que des gens se mettent à se taper dessus après avoir écouté ton podcast. Mais même toi, tu deviens suspicieux parce que t'as pas d'informations. D'accord? Tu vois juste ton nombre de reach qui est différent, mais t'as pas d'informations. Je crois que là, la responsabilité des plateformes, elle réside dans ça. Précisément. Dans le fait d'être transparent. Qu'est-ce qui se passe au niveau algorithmique quand je mets Trump dans le titre de mon podcast, par exemple? Et pourquoi ça se passe d'un niveau algorithmique? Qu'est-ce qui a déterminé à YouTube qu'on décide que tel mot aura plus de reach que tel autre? Ça, pour moi, c'est intéressant. Ça, c'est une bonne solution, là, Julie, ce que tu es en train de dire. C'est de rendre, ça pourrait être une des solutions. C'est très opaque. On est face à des black absolument box. Opaque. Absolument opaque. Et voilà. Et donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir et de comprendre comment est-ce que ce satané algorithme fonctionne et laisser au gouvernement la capacité de regarder avec des experts, comme le dit Pierre, et pas simplement nous, en fait, mais des gens vraiment qui peuvent aller creuser ou des organisations comme la tienne pour aller voir comment les algorithmes marchent. Absolument. Et le fait de publier et le fait de cette transparence-là, elle a un effet bénéfique aussi pour la plateforme parce que ça permet à la plateforme d'avoir des discussions publiques sur les difficultés qu'elle rencontre. Faut pas penser que YouTube censure par plaisir. C'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à faire. C'est l'expérience que j'aime toujours raconter. Quand j'étais pas encore au board, mais que j'étais à Internet sans frontières, mais je voyais des choses absolument scandaleuses et que ça ne disparaissait pas. Je pestais contre les équipes avec lesquelles les équipes public policy de Facebook avec lesquelles nous étions beaucoup en contact. Quand j'ai rejoint le board et que j'ai vu d'une part la complexité qu'est une organisation comme Meta, on parle de 70 000, je crois, salariés dans le monde, dans virtuellement tous les pays du monde, c'est une complexité qu'on n'imagine pas et des milliards de contenus publiés à la seconde. Ça veut dire quelque chose aussi pour nous en tant que on the receiving end, en tant que récepteur de cette information-là. Il faut qu'on puisse avoir ces données pour pouvoir. Oui, ça va trop vite, absolument.
Les choses vont trop vite et les équipes, c'est des gros engins aujourd'hui, des gros paquebots et c'est difficile de les faire tourner et l'utilisateur va plus vite que les équipes. Pierre, tu voulais faire une remarque? Si je peux donner un dernier exemple sur cette question de transparence, il y a la question des demandes du gouvernement de supprimer des contenus sur les plateformes, des contenus qui violeraient les règles, non pas de l'État, mais de la plateforme elle-même. Ces demandes-là ont explosé. Je donne les chiffres. Alors, pas moins de 57 lois dans 44 pays ont été adoptées, modifiées depuis 2016. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO, je vous le montre. C'est absolument hallucinant la multiplication des requêtes des États sur ce sujet-là. Absolument, mais il faut faire attention, il faut distinguer. Il y a les requêtes légales qui s'appuient sur des textes de loi des gouvernements. C'est typiquement ce qui s'est passé avec Pavel Durov. Et d'une autre part, il y a demande de suppression de contenu, non pas sur les règles étatiques, mais sur les sur les règles de contenu de la plateforme elle-même. Carlos, tu es policier, tu vas voir Facebook, tu lui dis Facebook, il y a quelqu'un qui est antisémite sur ta plateforme, tu as dit que l'antisémitisme c'est interdit, il faut que tu supprimes. Ça, il y avait, d'ailleurs, pour les deux types de demandes, absolument aucun niveau de transparence, ou très peu. Le board, en 2021, on a reçu un cas qui concernait à l'époque Israël et la Palestine. C'est la première fois que moi j'entendais parler de la Israeli Cyber Unit, qui est une unité spéciale, je crois, du ministère de la Justice israélien, qui apparemment envoie directement des demandes de suppression de contenu sur la base des violations des règles de Facebook, les enverrait aux plateformes et dont Meta. Le board a demandé à Facebook de faire preuve de transparence sur ces demandes-là, de préciser, comme ils le font pour les données, hein. Je veux dire, si vous regardez le rapport de transparence de Meta, et c'est un combat que l'on a mené Internet sans frontières avec d'autres, aujourd'hui, vous avez la liste des États qui demandent les données personnelles de ceux qu'ils estiment violant les règles de Facebook ou les règles de leurs États. On demande la même chose pour les demandes du gouvernement qui concernent les contenus. Facebook a accepté notre recommandation. Et ça, c'est très important parce que si Facebook accepte cette recommandation, d'une part, Facebook est obligé de communiquer sur le fait qu'ils ont accepté cette recommandation et ils sont obligés de donner un état des lieux régulier de où ils en sont dans l'implémentation de la recommandation que l'on a faite. Et ça, pour moi, c'est là où réside le progrès d'une initiative comme le board. C'est ce niveau de transparence et ce niveau de discussion où l'on peut aussi comprendre la vulnérabilité d'une plateforme comme Meta, malgré les milliards de dollars qu'ils ont. Je suis un pragmatique et ça fait, c'est un constat. Je considère que les plateformes, les réseaux sociaux en tant que tels sont un danger pour la démocratie. C'est mon opinion. Non, mais attends, Pierre, tu peux pas dire ça, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Ça veut dire qu'il faut arrêter les médias sociaux, alors, à ce moment-là. Mais attends, j'ai pas fini. Dès que je dis un mot, au bout de 2 secondes, tu me coupes. Laisse-moi argumenter jusqu'au bout, et après, tu pourras répondre à ce que je suis en train de dire. Mais si tu me coupes au bout d'une seconde, j'y arriverai pas. Ok, donc, je m'en vais. Pour moi. Attends. Vas-y. Je te laisse tout seul. Tu parles et je reviens après. Non, tu restes. Les réseaux sociaux, pour moi, sont un danger pour la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la démocratie s'est largement affaiblie parce qu'ils ont pu donner un écho à des choses toxiques, nauséabondes, et je pense que de là vient beaucoup le populisme. Bon, ça c'est la première chose. On en est conscient. On est conscient que ce qu'il y a dans Telegram, que ce qu'il peut y avoir dans certaines de ces plateformes, dans Twitter, sont des choses toxiques qui ne devraient pas exister. Moi, la question que je pose en tant que pragmatique, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ce que j'entends, c'est que il faut gérer, il faut travailler avec les plateformes, je suis d'accord avec toi Julie, mais moi que tu publies un algorithme, je vais pas le lire. Je m'en fous. Tu vois ? Moi ce qui m'intéresse, c'est que le truc qui doit pas être publié ne le soit pas. Donc que font les États ? On peut les critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais les États, à un moment donné, ils se sentent affaiblis, en danger, et donc ils légifèrent. Peut-être mal, je ne sais pas juger, Julie, tu es plus experte que moi, mais en tout cas, ils légifèrent. C'est pour ça qu'on voit cette abondance de choses qui viennent d'apparaître. Mais je les comprends parfaitement. Et ça fait combien d'années qu'on écoute les Zuckerberg & Co. qui nous disent « Non, mais c'est pas ma faute, on va faire des choses » et qui ne font rien. Ces gens sont des bouffons, ils ne font rien. Donc aujourd'hui, s'ils continuent à ne rien faire, on va avoir effectivement des actes forts des États qui seront, je pense, trop forts et qui vont bloquer tout ce qui se passe, comme on le voit au Brésil. Mais c'est humain, c'est normal. Carlos, tu peux revenir. Non, mais c'est parce que on publie pas, parce que ces plateformes-là ne publient pas leur code source, qu'on peut pas légiférer sur comment le code source, leur loi interne est écrite. Il y a qu'à leur imposer. Bah voilà. Il y a qu'à leur imposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Brésil ou autre, ils suppriment ou ils interdisent l'accès entièrement à la plateforme parce qu'ils n'arrivent pas
à échanger sur comment, en effet, la plateforme se régule elle-même ou régule le contenu, etc. Mais parlons du Brésil parce qu'on n'a même pas commencé les 3 sujets dont je voulais parler dans cette putain d'émission, quoi, en fait, quoi. Et on en est déjà 1 heure, on n'a déjà toujours pas commencé à parler des 3 sujets. J'ai 3 sujets dont je voudrais parler. C'est le ban de X au Brésil. J'aimerais parler de Pavel Durov et j'aimerais parler aussi de TikTok. On n'a pas commencé. Alors, le ban de X au Brésil. Si vous me permettez de commencer, les plateformes de médias sociaux font visiblement face à une pression, comme tu le dis, des gouvernements qui est de plus en plus forte et qui effectivement n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que, comme tu dis, Pierre, ils passent de rien à on bannit effectivement X et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Brésil. On voit bien qu'on était au milieu d'un jeu politique entre le président actuel, Lula, et l'ancien président Bolsonaro, avec effectivement, comme à son accoutumée, un Elon Musk qui s'est invité dans le discours et dans le débat politique et qui a jeté de l'huile sur le feu, etc. Et la Cour suprême du Brésil a dû en avoir marre et elle a voté, à l'unanimité d'ailleurs, l'interdiction de X dans tout le pays. Et donc voilà, maintenant ça y est, apparemment c'est mis en œuvre et il y a une réaction à la fois de la population brésilienne. On a vu des manifestations mais gigantesques. Je vous montre les photos de ces manifestations qui ont lieu à Sao Paulo où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la rue. Remercier Elon Musk, en fait, et c'est ça qui est dingue, quoi, c'est que Elon Musk est véritablement vu comme un sauveur par ces populations, et bien évidemment, toutes ces manifestations sont récupérées par les populistes, Bolsonaro, qui crient à une attaque à la liberté d'expression au Brésil, etc., etc. Musk, de son côté, stigmatise, rajoute encore de l'huile sur le feu, et qualifie en fait le juge en question qui s'appelle Alexandre de Voldemort. Je vous le montre, et il y va pas non plus avec le... Donc on se retrouve dans un bordel pas possible. T'es dans une logique un peu de gilet jaune. Hein. D'ailleurs, ils sont tous habillés en jaune, mais c'est les couleurs du Brésil. Mais voilà quoi. Ça y est, le pays est déstabilisé, le pays est complètement divisé. Un point de vue là-dessus, je vous écoute. Déjà, le maillot du Brésil, en fait, le maillot de la Seleção jaune, c'est parfois aussi repris par les supporters de Bolsonaro. Donc, il y a une ambiguïté. Mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, je comprends les deux parties. Je déplore, en effet, que X soit interdit au Brésil. Mais c'est ce qu'on se disait. C'est que parce qu'en effet, l'algorithme de X, il est pas auditable et il n'y a pas un enjeu d'être en conformité, justement, avec certains principes que tu évoquais, Pierre, que du coup, l'État se dit, en fait, on a juste un seul choix, c'est interdire ou pas interdire. C'est ce que je dis, si les gouvernements se sentent en danger à tort ou à raison, ils vont légiférer et ils auront toujours raison parce que c'est l'État. Donc ils ont interdit X. À tort ou à raison, c'est pas le sujet. Non, enfin, ils se retrouvent face à des manifestations monstres dans la rue. Visiblement le peuple, lui, il est pas d'accord avec ça. Mais parce qu'il sent que sa liberté d'expression est interdite, et en effet, on a l'impression que X est le moyen de cette liberté d'expression. Mais c'est le débat qu'on avait juste avant sur c'est pas uniquement une question d'avoir une plateforme qui va héberger le contenu, c'est celle qui va le pousser aussi. Avec une audience, Pierre est en train de nous expliquer tout à l'heure que ces médias sociaux mettent en danger la démocratie. Ok. Je suis pas d'accord. Et moi je suis pas d'accord, mais vous avez le droit. Hein. J'entends son point de vue. C'est comment ils sont faits. Sauf que quand on les supprime et quand on les bannit, comme c'est le cas au Brésil, c'est là que la démocratie est véritablement en danger. C'est par ces manifestations, c'est la division du pays qui là justement met la démocratie en danger. J'ai l'impression que la démocratie est encore plus en danger aujourd'hui au Brésil après ce bannissement qu'avant. À ton avis, Bolsonaro, il est arrivé au pouvoir grâce à qui? Il y a peut-être aussi des choses dans nos sociétés qui interrogent et qui permettent la montée des populismes. Je pense pas que les réseaux sociaux, je pense qu'il faut pas être l'obsession de la technologie qui peut tout, y compris mettre des populistes au pouvoir. Personnellement, je ne la partage pas parce que une société c'est complexe et ça se nourrit aussi d'une histoire. Bon, on va pas refaire le débat là-dessus, mais sur cette question en particulier, je voudrais dire que moi je suis pas surprise. La montée du fascisme dans les années 30, il n'y avait pas de médias sociaux, hein, d'ailleurs. Bon, très bon exemple. Très bon exemple. Fascisme d'arriver au pouvoir. Une fake news, mais 6 fois moins de temps à joindre 1500 personnes qu'une vraie news.
Aujourd'hui, les vraies news ont du mal à joindre les gens. Oui, mais dans les années 30, il n'y Comment avait tu pas crées de une médias société sociaux. sur la base de Les fake news? fascistes Comment tu sont fais? arrivés au pouvoir dans les années 30 avec des dizaines de millions de morts, en fait, et des centaines de millions de morts. Et aujourd'hui, on a des médias sociaux. C'est pas comparable, Carlos. C'est pas comparable. Tu peux pas comparer ça, ce phénomène-là, avec ça sortait de la crise de 29. Il y avait d'autres événements qui étaient beaucoup plus structurants que là. On parle de choses d'aujourd'hui, si tu veux. On peut pas tout mélanger, sinon ça marche pas. Ça dépend si on considère que l'histoire est un continuum. Ce qui peut être. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe là avec Bolsonaro, avec Elon Musk au Brésil, n'est absolument pas surprenant. Nous, Internet sans frontières, et on était parmi les seuls à le dire au départ. On était les seuls à dire si vous ne faites rien, les plateformes, et c'est ce qu'on a dit à Facebook. On a collaboré avec Facebook, avec Google, avec plein d'autres. On leur a dit si vous ne foutez rien, dans 5 ans, vous allez avoir une flopée de lois qui vont vous demander tout et son contraire, sous peine de sanctions parfois pénales, mais aussi surtout financières, colossales. Bon, c'est ce qui se déroule là aujourd'hui. On a une plateforme qui ne répond pas, qui ne veut pas créer des règles et les faire appliquer. Bon, c'est normal. Par contre, là où je suis très profondément inquiète en tant que défenseuse des libertés sur Internet, c'est la réponse que les États démocratiques vont apporter. D'accord? Et c'est là où il y a une responsabilité pour ces États démocratiques, qu'ils soient d'accord ou pas. Parce que c'est eux le modèle. Demain, quand la Russie fera la même chose, mais quand la Russie mettra Meta sur une liste de terroristes, parce que en Russie, c'est interdit de parler de la guerre et de dire que la guerre c'est pas bien. Bon. Est-ce qu'on pourra s'en plaindre ? Très loin. Il n'y a même pas besoin d'aller en Russie. Je vous rappelle que Donald Trump a dit que s'il était élu, il foutrait Mark Zuckerberg en tôle. Il l'a dit, hein. Donc il n'y a même pas besoin d'aller en Russie. C'est une menace qui pèse aujourd'hui sur Zuckerberg. Et pour exactement les mêmes raisons que tu évoques, Pierre. C'est-à-dire qu'il considère que la plateforme est un danger pour la démocratie. C'est quand même Trump qui le dit. Et Biden a poursuivi Musk aussi, de la même manière, hein. Tu peux dire que Biden a poursuivi Musk. Il a été convoqué devant le Congrès et non, mais il a essayé de lui taper dessus autant qu'il pouvait parce qu'il le considérait comme quelqu'un qui était contre lui et qui jouait contre lui. On en a parlé la semaine dernière, effectivement. Etc. Bon. On en a parlé la semaine dernière. Mais moi, ce qui m'interroge et en tant que personne de gauche, c'est compliqué pour moi de laisser cette chose-là se passer. C'est que ce combat pour les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, pour moi, était historiquement un combat de gauche, sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui défendent la liberté d'expression et qui sont issus de cette droite populiste aux États-Unis ou au Brésil, avec des figures comme Elon Musk ou Russell Brand ou Tucker Carlson, j'en parle même pas, qui finalement se drapent en disant mais non, mais vous voyez, le free speech, votre liberté, etc., est mise à mal en fait par ces démocraties qui se disent démocratiques, etc., mais qui en fait ont un seul objectif, c'est de vous museler et de faire en sorte que vous n'ayez plus la capacité de vous exprimer. Même Robert Kennedy, va lui-même de sa petite musique, quoi. En fait, on a l'impression que c'est une musique qui marche. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, c'est assez hypocrite parce que j'ai découvert que depuis que Musk est aux commandes de X, l'ancien Twitter, Twitter s'est plié encore plus aux demandes de modération des gouvernements qu'auparavant. C'est ça qui est dingue, c'est que ce même mec qui nous explique qu'il est pour le free speech, je montre l'article là, on découvre que non, X fait beaucoup plus de modération et répond beaucoup plus favorablement au gouvernement que quand c'était l'époque de Jack Dorsey. Allez, on parle de Pavel, parce que la question qu'on pose, et c'est quelqu'un dans l'Hacienda qui disait ça, il a dit qui a jeté le Pavel dans la mare. Je trouvais le titre génial. Donc qui a jeté le Pavel dans la mare, c'est la question qu'on se pose. Alors, s'il y a bien une plateforme qui a mis la confidentialité des données au cœur de son message, en tout cas, comme tu le disais, c'est pas sûr que ce soit au cœur de l'algorithme, mais en tout cas au cœur du message, c'est bien Telegram. Et l'arrestation du fondateur Pavel Durov a remis sur la table les polémiques sur justement la modération des contenus de cette plateforme. Pavel, il dit qu'il affirme que Telegram supprime des millions de posts et de channels. On voit bien ce que tu dis, l'incapacité finalement à modérer ces plateformes de par le volume d'informations qui circulent en fait sur ces plateformes. Mais on lui reproche de pas en faire assez. En préparant cette émission, Julie, tu disais un truc qui
qui m'a un peu étonné, mais en même temps, je me suis dit, elle a raison. Tu t'étonnais que les leaders de la tech ne montent pas plus au créneau pour défendre le fondateur de Telegram. C'est vrai. Est-ce que pourquoi? C'est parce qu'il est russe? Je pense que, en principe, fondamentalement, c'est parce que Telegram, c'est un peu un outsider. C'est un peu comme Twitter aujourd'hui. Où il n'y a pas de modération. D'ailleurs, il n'y a que Musk qui le défend. Oui, Musk qui défend Pavel Durov et Internet sans frontières. Donc, je sais pas ce que... Non, c'est pas Pavel Durov qu'on défend. Non, c'est encore une fois, je reviens sur la question des principes. C'est la boîte de Pandore, pardon, qui est ouverte avec cette mise en examen. Et surtout les motifs de la mise en examen. Qu'est-ce qui te dérange dans cette mise en examen? Si tu devais résumer, c'est quoi le problème pour toi de cette mise en examen? Oui, rapidement. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est cette idée de complicité. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure pendant le débat. C'est que en droit français, je crois que la complicité demande un certain nombre d'éléments qu'il va falloir évidemment que les autorités prouvent au juge qui va être chargé de juger cette affaire. Et notamment l'un des éléments, comme je disais, c'est que Pavel Durov a consciemment, volontairement, mis à disposition des moyens à des criminels de s'organiser et de faire toute leur mauvaise besogne. Ce qui est inquiétant aussi dans la manière dont la mise en examen s'est passée, ce sont les autres chefs d'inculpation qui sont liés à le chiffrement, qui sont liés au chiffrement. Tout le monde sait ici qu'il y a un débat très prégnant dans la communauté, la communauté de la cybersécurité depuis des années sur la fragilisation du système de chiffrement par la possibilité offerte de casser ces clés de chiffrement, ou en tout cas d'y pénétrer d'une manière, d'y mettre des pertes dérobées au nom de la lutte contre la criminalité, notamment internationale, donc des backdoors. On sait que une plateforme comme Signal est totalement contre. On sait que WhatsApp aussi est totalement contre. D'ailleurs, ça a valu à WhatsApp d'être aussi interdite à l'époque par le gouvernement Bolsonaro, je crois en 2016, si je ne m'abuse. Parce que WhatsApp est chiffré de bout en bout. D'ailleurs, je salue Michel WhatsApp qui se reconnaîtra et qui écoute cette émission. Qu'en fait, je ne donnerai pas son nom, bien évidemment, mais il y a eu un gros effort de la part de WhatsApp d'avoir une messagerie qui est chiffré de bout en bout. Telegram, c'est pas chiffré de bout en bout, en fait. Messenger aussi. Et ça, c'est un travail, je pense qu'on ne le dit pas assez, y compris WhatsApp, que c'est un travail de militants depuis au moins une dizaine d'années. Donc, aussi bien des organisations comme Internet sans frontières que des organisations de défense des droits, de cybersécurité. Donc, c'est peut-être pour ça que Telegram est un peu le outsider dans ce groupe-là. C'est parce que eux, ils ont volontairement fait le choix de ne pas d'une part chiffrer de bout en bout par défaut toutes les conversations, de mettre à disposition des plateformes qui donnent du reach, qui donnent des pouvoirs de dissémination. Oui, c'est un réseau social, c'est pas simplement une messagerie. Ouais. Voilà. Donc tout ceci fait que effectivement, mais encore une fois, je reviens sur la question du principe. On peut être d'accord sur le fait que Durov ait choisi, parce que c'est un choix, de ne pas mettre en place des moyens de modération. Durov je pense pas qu'il ait. C'est pas ce qu'il dit, il dit qu'il le fait, mais bon. Ouais. Bon, beaucoup d'États disent qu'ils leur envoient des demandes auxquelles elles ne sont pas répondues. Mais c'est une vraie question. Parce que, par exemple aussi, on peut se demander, il y a 7 ans, Telegram était tellement bien que son patron a eu la nationalité française par une procédure exceptionnelle. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est une personne que l'on met en garde à vue. Donc, c'est pour ça que je pose la question il faut qu'on soit clair dans ce qu'on attend des plateformes et qu'on ne laisse aucun doute sur, le niveau d'exigence que l'on a. Ce qui passait avec Durov il y a 7 ans n'a fondamentalement pas tant changé que ça depuis 7 ans. Durov a toujours été, comme il l'a dit, et ils ont d'ailleurs été interdits par la Russie, et Internet sans frontières avait signé une lettre pour se plaindre de cela contre les autorités russes. Mais aujourd'hui, il est mis en garde à vue. La Russie avait exigé avait exigé de Telegram qu'il leur remette ses clés de chiffrement, pour permettre de la surveillance, et Telegram a refusé, et du coup Telegram a été interdit en Russie. Et il s'est passé la même chose en Iran, effectivement. Et lors des manifestations pacifiques en Iran, l'Iran a demandé à Telegram de bloquer certains channels de Telegram. Telegram a refusé de le faire, et Telegram a été interdit en Iran. J'ai une question pour toi, Julie. Ma question est la suivante. On a une plateforme
qui fait des choses hors la loi, quelque part. Je sais pas tout parce que personne ne sait. Non, Pierre, il y a des utilisateurs sur la plateforme qui font des choses hors la loi. Il faut, tu vois, c'est hyper gaffe. Il faut faire hyper gaffe à ça, quoi. En fait. On a des utilisateurs qui font des choses hors la loi sur la plateforme. Voilà. On a un État qui se dit il faut que je fasse quelque chose. La question que je te pose, Julie, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire dans le cas de Telegram? D'abord, apporter des règles qui ne laissent aucune place à une interprétation qui peut être perçue comme arbitraire, d'une part. La deuxième chose, et là je vais m'adresser aux plateformes, y compris aux plateformes comme TikTok ou pardon, pas TikTok, Telegram, on va en parler juste Twitter. après. Quand on fait des choix de modération, c'est des choix de modération. Quand on fait des choix de modération, peut-être qu'il faut accepter un risque aussi. Un risque de pouvoir se faire interdire ou de pouvoir être peut-être un jour arrêté, comme l'est aujourd'hui Pavel Durov. Mais, et je reviens encore une fois à la responsabilité des États démocratiques, il faut faire extrêmement attention aux portes que l'on ouvre. Parce que aujourd'hui ça va, parce que c'est Pavel Durov, on est tous d'accord, ou presque. Non, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on serait d'accord pour Pavel Durov? J'en sais rien. Il semble que parce qu'il est russe. Certainement qu'il y a de ça, c'est possible. C'est possible qu'il y ait non, ça. Mais moi je pose la question, c'est est-ce qu'on est d'accord parce qu'il est russe s'il était américain, je suis sûr que ça se serait pas passé. C'est vrai que ces liens avec pas très clairs avec le Kremlin ont certainement joué en sa défaveur. Aujourd'hui, la Russie est en guerre et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent forcer les entrepreneurs à faire. On a vu dans le passé ce qui s'est passé. On ne sait pas où sont les parents de Durov. Ils sont certainement en Russie et peut-être qu'il a des pressions aussi familiales en fait. Absolument. Même s'il lui est en France. Ouais, donc nous, on ne conseille pas à nos utilisateurs de se tourner vers la plateforme. Tu conseilles quoi comme plateforme d'ailleurs? Signal ou WhatsApp aujourd'hui, ou Messenger qui est aujourd'hui chiffré de bout en bout, encore que, mais surtout Signal, parce que ils font un travail. Déjà, ils sont not for profit, donc ils vont jamais sacrifier quoi que ce soit. Ils sont basés où? C'est une bonne question. Au pays. Je veux pas dire de bêtises. Je vais revérifier. Non, ils sont pas. Ils sont en Azerbaïdjan. Mais je crois ils sont une entreprise not for profit qui fonctionne comme une fondation en fait et à laquelle on peut d'ailleurs contribuer en donnant tous les mois un peu d'argent pour permettre à la plateforme de fonctionner. Oui. Je voudrais entendre Arnaud en fait sur la question Pavel Durov et après on va parler de TikTok. Non, mais en effet, c'est la question que tu posais, Carlos. Imagine-t-on Mark Zuckerberg arrêté au Bourget et les réactions qu'il y aurait aux US, quoi. Enfin, tu vois, ou tu imagines le délire qu'il y aurait. Mais tu sais pas si bien dire. Tu sais que toute la Silicon Valley est en train de flipper avec cette histoire de Pavel Durov. Je te jure que je vous montre cet article-là. Non, ils ont peur. Alors ils disent rien effectivement, mais ça c'est un article du New Yorker. C'est pas bon pour Vivatech, on va plus. Ouais, je sais pas si Musk sera là à Vivatech cette année. Hein. Non mais soyons sérieux. Si tu as un juge dans un pays qui te convoque et que tu ne réponds pas à ce qu'il te demande, tu sais très bien que l'étape suivante, c'est la police qui vient et qui te dit, il faut que tu répondes au juge. Donc Zuckerberg, s'il a des injonctions de l'État et qu'il répond, il n'est pas en danger. Alors, je vous propose de terminer en parlant de TikTok. C'est très intéressant. On a parlé de Telegram, on a parlé de X. Il y a une autre plateforme, c'est TikTok. Et il y a une décision qui a été rendue par un tribunal d'appel aux États-Unis qui a récemment décidé que TikTok ne bénéficiait plus de l'immunité de la fameuse section 230 du Communication Decency Act. Alors cette section 230, on la rappelle pour nos auditeurs, c'est une section aux États-Unis qui dédouane les plateformes de la responsabilité des contenus qu'elles diffusent ou qu'elles hébergent sur ces mêmes plateformes. Et ça a été rendu dans l'affaire liée à la mort d'enfants qui auraient participé à ce qu'on appelle le Blackout Challenge. Ce Blackout Challenge, c'est un truc qui existe depuis de nombreuses années, où des adolescents majoritairement, ou même des enfants plus jeunes, se filment en train de s'étrangler jusqu'à l'évanouissement. Et le problème, c'est qu'il y a eu des morts, effectivement. Ce que le tribunal reproche à TikTok, c'est d'encourager les utilisateurs, souvent des enfants, à s'étrangler jusqu'à l'évanouissement en utilisant tout un tas de dispositifs, et que l'algorithme de TikTok aurait favorisé cette pratique auprès des adolescents. Une réaction par rapport à ça, Pierre? C'est criminel. C'est juste criminel. À un moment donné,
Quand tu as une boîte, il y a quand même des t'as quand même des responsabilités. Quand ta boîte va mal et que t'es CEO de la boîte, t'es responsable. Là, tu as une entreprise qui fait un truc où en fait il y a des enfants qui se tuent, tu es responsable. Tu dois prendre des mesures pour que ça n'existe pas, un truc pareil. Ce que le tribunal dit et qui est très intéressant, ce que le tribunal dit et qui est très intéressant, c'est que là, tout d'un coup, il y a un véritable choix éditorial de la part de TikTok. C'est-à-dire que pour la première fois, il ne s'agit pas, ils ont volontairement poussé ces contenus-là. Donc il y a une démarche éditoriale de la plateforme. Mais si c'est vrai, il faut qu'ils aillent en prison. A priori. Si c'est vrai, c'est la prison pour moi. Tu incites des enfants à se tuer, mais c'est la prison. C'est quoi ce délire? Réveillez-vous! Mais oui, mais je vais me faire l'avocat. Moi, je suis d'accord. Hein, je trouve la pratique absolument. C'est ta gamine qui meurt, tu te rends compte? Mais non, mais bien sûr. C'est pas possible. Oui, mais est-ce que tu peux pas dire la même chose pour des pratiques de marketing ou de médias traditionnels qui ont fait l'apologie aussi de contenus qui étaient potentiellement dangereux ou controversés? On a fait la publicité pour les produits comme le tabac ou l'alcool à la télévision pendant des décennies. On a diffusé tout un tas de news choquantes pour faire de l'audience ou pour vendre des journaux pendant absolument des années. Et je parle même pas de la télé-réalité qui développe en fait des comportements absolument déplorables. Là aussi, c'est pareil, quoi. Est-ce que finalement TikTok ne fait pas ce que les autres médias traditionnels ont déjà fait? Ce que la Cour dit à TikTok, c'est que OK. La Cour suprême a dit que vous avez le First Amendment right, vous avez le droit, la liberté d'expression de choisir ce que vous voulez ou pas sur votre plateforme. Vous avez choisi votre algorithme, comme tu le disais, Carlos, votre algorithme a choisi de montrer cela à vos utilisateurs. Ça veut dire que vous êtes d'amplifier ces messages-là. Ouais. Vous amplifiez ces messages-là, donc vous avez une forme de responsabilité criminelle. Et là aussi, c'est vraiment intéressant parce que ça montre que le champ, on en parlait au départ, le champ de la responsabilité des plateformes est en train de bouger. Ouais, même ce principe comme cette section 230 qu'on pensait indéboulonnable aux États-Unis, eh ben on voit que ça vacille parce que effectivement il y a des situations, et c'est pour ça que je voulais aussi terminer sur cette affaire-là, parce que effectivement on s'est un peu écharpé en disant la liberté d'expression c'est important, etc. Mais je continue de penser que cette liberté d'expression elle est importante et que elle est fondamentale et que constitue un droit fondamental de l'humanité. Mais il y a effectivement ces plateformes qui profitent finalement de ce droit fondamental pour faire du pognon. C'est aussi la conséquence, parce que ces plateformes, elles sont plus gérées par des algorithmes que des humains. Et qu'en fait, on a demandé à l'algorithme, pousse le contenu qui crée le plus d'engagement. Tu vois une vidéo... Sans se poser la question du contenu, ouais. tu vois une vidéo de quelqu'un qui va s'étouffer, t'es happé par l'effroi, mais donc du coup, tu regardes la vidéo en entier. Et par rapport, en effet, à TikTok aux US, là, il y a un sondage qui vient de paraître où il y a un an, 50% des Américains étaient pour le ban de TikTok. Là, c'est descendu à 32%. Donc en fait, les Américains sont moins pour le bannissement de TikTok. Je pense que justement, les discussions sur le freedom of speech, etc., sont passées devant les Chinois, c'est les grands méchants. Je vais te mettre en morceaux. Je vais te faire ce que j'ai fait à ton copain. Et donc, du coup, ça a changé aussi cette perspective-là. Mais voilà, c'est à mon avis assez symptomatique. Ben moi, je te dis que ces plateformes, c'est un danger pour la démocratie. La preuve en est, c'est qu'il y a des gamins qui peuvent se tuer grâce en écoutant ces trucs-là. Donc moi, je pense que ça, c'est que le début. Et je pense que si on n'est pas très, très, très vigilant sur ce qu'il se dit, sur ce qui s'écrit, sur ce qui se publie sur ces plateformes, on va vers un monde instable et moins agréable. Donc moi, je suis partisan de trouver des solutions, et je ne suis pas partisan du blabla qui consiste à dire regardons les amendements, les machins, etc. Il faut agir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de réponse, eh ben, tu vas en prison. Si tu fais pas ce qu'on te dit, ça se passera mal. Même s'il y a des abus, à un moment donné, il faudra agir pour que justement il y ait une réaction de la part de ces plateformes qui n'ont pas réagi de mon point de vue et qui se foutent de notre gueule depuis trop longtemps. Voilà mon point de vue. Bon, ben, écoute, on va faire des émissions sur les chatons. Hein. Julie, un petit mot de la fin et on termine. Mon mot de la fin, c'est de dire, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on demande, parce que aujourd'hui, les méchants, ils ont l'air bien évidemment très, on pense pouvoir les identifier facilement, mais que oui, au nom de
sacrifier un peu de liberté pour retrouver un peu plus de sécurité. On n'est pas certain qu'on terminera les années avec plus de démocratie et plus de bien vivre ensemble et d'harmonie entre d'une part les peuples d'une même nation, mais aussi surtout entre les nations. Moi, j'en suis pas persuadée et je reste quand même vigilante et très inquiète de ce qui va arriver à force d'être poussée vers plus de sécuritarisme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Internet. On sacrifie un peu plus de liberté. C'est triste. Voilà. Oui, on donne. Je pense que effectivement, on est ok pour donner certains pouvoirs au gouvernement actuel parce que on a confiance ou pas hein, d'ailleurs dans ce gouvernement. En tout cas, il a été élu démocratiquement, mais les prochains gouvernements, j'en suis pas sûr en fait quoi. Donc tout ce qu'on leur aura donné, quoi, ça sera très difficile ensuite de se le réapproprier une fois qu'on l'aura donné. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur YouTube. Je suis sûr qu'ils seront nombreux après cette émission. En tout cas, j'essaie de lire toutes vos remarques. J'essaie aussi de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés. Comme je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. C'est génial. Merci à tous les membres de l'Hacienda, notre communauté online avec qui je parle tous les jours et qui d'ailleurs m'ont aidé à préparer cette émission. Et je voudrais remercier tout particulièrement quelques personnes dans l'Hacienda qui m'ont aidé, comme Antoine Guillon, Antoine Carrière, Benoît Duhamel, Marc Verstappen, Nicolas Thomas et Julien Guillot-Cestier. Avant de faire cette émission, il y a eu plein de débats dans l'Hacienda et ces débats m'ont permis de préparer cette émission. Je vous adore. Si vous voulez nous rejoindre, prenez votre membership, ça se passe sur Substack. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit Mehdi Boudoukan, qui est le cofondateur et le CEO de Cycle App. Voilà, c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, on parlera... peut-être qu'on parlera de Founders Mode contre Manager Mode, en fait. Et peut-être, je pense qu'on va reparler malheureusement de Elon Musk et se poser la question de savoir s'il est définitivement devenu un connard. Voilà, hasta luego, amigos. Bye bye.